Bonjour, merci à tous et toutes d'être présents par ce beau temps. Je trouve que les libristes sont des gens méritants. On a envie de se promener par ce soleil superbe dans cette belle ville, mais non, on est là pour travailler. Heureusement, il y a la soirée. Pardon pour ce petit retard pour des légères raisons techniques. Véronique Tanner, bonjour. On va, je pense, commencer par vous, ne serait-ce que pour être sûr que la liaison marche encore. Vous n'êtes pas présente avec nous, mais vous avez des circonstances atténuantes, et pas seulement parce que vous êtes parisienne, puisqu'on a appris il y a 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, que votre entreprise Alterway rejoint le groupe Smile, dont c'est une grosse opération dans le monde de l'open source. C'est pas tout à fait dans le sujet du numérique responsable, mais c'est une opération importante. Donc je comprends que vous n'ayez pas le temps de faire l'aller-retour. Je suis vraiment désolée, ça m'aurait fait très plaisir d'être avec vous, parce que j'adore La Rochelle. En plus, vous me dites qu'il y a un beau temps, donc j'aurais vraiment aimé être avec vous, avec le plaisir après un si longtemps, en fait, on n'a pas partagé du temps ensemble, donc ça m'aurait fait vraiment plaisir de revoir certaines personnes. Mais là, c'est vrai que l'actualité ne permettait pas, en fait, de faire un déplacement. Mais voilà, donc veuillez m'en excuser, mais c'est avec beaucoup de regrets. Et en effet, on a une grosse actualité, puisqu'en effet, on se rapproche du gros Smile. On est très content de contribuer comme ça à la consolidation de notre secteur. Et je pense qu'il y a besoin de champions industriels à l'échelle européenne. Et donc, on est vraiment ravis de ce projet-là. Vous êtes tout excusé avec cette actualité. Je vous signale juste pour aggraver vos regrets que les huîtres sont vraiment excellentes. Pour ceux qui en ont goûté aussi. C'est moche de me dire ça. Vous avez un peu une double casquette puisque vous êtes à la fois coprésidente d'Alterway, mais vous êtes aussi au Syntec numérique. Donc, je vais peut-être vous demander pour commencer, comment est-ce que le numérique responsable est abordé à la fois dans votre entreprise ? Comment est-ce que ça change depuis quelques années sur ce plan-là? Et comment est-ce que c'est vécu au Syntec numérique? Qui l'organise et quelles sont les répercussions? Alors, au niveau d'Alterway, nous, ça fait déjà, Alterway, une entreprise engagée depuis une très longue date sur le numérique responsable, puisque on s'est créé en 2006, donc Alterway a 15 ans cette année. Et je considère que l'open source est une brique importante du sujet numérique responsable. Certainement, on va en reparler. Donc nous, on s'est créé sur ce projet, cet engagement de numérique responsable qu'on a au fur et à mesure élargi, avec des offres autour de l'inclusion, l'accessibilité numérique. Ça fait maintenant plus de 10 ans que nous travaillons sur les sujets d'accessibilité numérique. Et puis, nous avons également enrichi cette offre avec des offres d'éco-conception, où là, on est plutôt sur des sujets d'empreinte environnementale. On a pris un virage maintenant, il y a 4-5 ans, sur le cloud de manière assez importante. Et là, pareil, on a travaillé dans cette trajectoire de Move to Cloud sur des sujets sur l'empreinte environnementale. Donc, notamment, aujourd'hui, on travaille sur des sujets autour du FinOps pour accompagner nos clients dans leur trajectoire du Move to Cloud tout en minimisant leur empreinte environnementale. Puis le numérique responsable, c'est aussi des sujets de confiance. Et donc, on s'est énormément développé sur des offres autour de la sécurité. On a passé des certifications sur la certif ISO 27001, la certification HDS sur les activités de service managé. Voilà, donc au niveau d'Alterway, on a essayé au cœur de nos offres de faire vivre le numérique responsable et pas uniquement dans une démarche de RSE. Bien évidemment, au sein d'Alterway, nous avons une politique RSE forte sur les différents piliers, social, sociétal et environnemental. Mais là, je pense que ce qui caractérise le numérique responsable, c'est vraiment quelque chose qu'on peut positionner au cœur de notre stratégie d'entreprise, au cœur du business, pour accompagner nos clients dans cette trajectoire-là. Donc ça, c'est au niveau d'Alterway. Et puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, évidemment, au sein de Numéum, j'ai voulu aussi partager cette ambition, ces convictions. Et depuis maintenant plusieurs années, puisqu'on a créé le programme numérique responsable depuis 2019, qui s'appuie sur ces 3 piliers dont on vient de parler, le social, le sociétal et l'environnemental. Donc sur le pilier social, on est beaucoup autour des thématiques d'inclusion, les sujets autour de la diversité. On a parlé de l'accessibilité numérique, évidemment, il y a le sujet de l'handicap, l'inclusion dans les territoires, la formation, la reconversion. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc on a énormément de programmes à Numéum sur ces thématiques. Le deuxième pilier, c'est la partie sociétale. On va retrouver des sujets autour de la transparence, la confiance, l'éthique, la sécurité, la souveraineté. Et puis le troisième, qui est le pilier environnemental, où là, on a un très gros projet, peut-être qu'on aura l'occasion un petit peu de le détailler, qui est Planète Tech Care.
Vous mentionniez l'accompagnement des clients, notamment en matière environnementale. Est-ce que c'est quelque chose de longue date, enfin de la part des clients, j'entends, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience plus récente? Alors non, c'est très récent sur la partie environnementale. C'est monté vraiment en puissance fin 2019, avant la crise sanitaire. Et puis depuis la crise sanitaire, c'est vraiment un sujet qui est majeur. Je pense que il y a une prise de conscience de plus en plus des entreprises sur le sujet de la RSE, poussée aussi par la réglementation, il faut l'avouer. Les grandes entreprises ont des obligations réglementaires, notamment sur les lois climat. Donc ça les a obligés à se mobiliser sur des sujets, mais la DSI n'était pas toujours partie prenante en fait de ces sujets. Et depuis maintenant quelques années, et on le voit au travers du discours du CIGREF, c'était l'AG du CIGREF hier soir, depuis maintenant plusieurs sessions de l'AG du CIGREF, apparaissent en fait ces sujets de numérique responsable sur les thèmes autour de l'inclusion, la diversité, des sujets autour aussi hier était très présent le sujet autour de la sécurité, la protection des données, et puis bien évidemment l'empreinte environnementale. Donc c'est quelque chose qu'on voit apparaître depuis 2-3 ans, et qu'on essaye, nous, de faire vivre au travers d'offres, parce qu'il y a de plus en plus de clients qui demandent et qui matérialisent leur appel d'offres en imposant, en fait, des critères, des KPI sur ces sujets de numérique responsable. Nous, par exemple, là, tout dernièrement, nous avons une très grosse activité de service managé chez Alterway, et en association avec une start-up qui s'appelle Greenly, on peut aujourd'hui donner l'empreinte carbone des services managés de nos clients. Alors, c'est une mesure aujourd'hui qui est encore approximative parce qu'on ne sait pas encore bien mesurer précisément tous ces éléments-là, mais ça donne un ordre de grandeur et ça permet, c'est toujours des chiffres qui sont intéressants à voir dans la dynamique, au travers d'actions qu'on peut mener auprès de nos clients, comment on arrive à réduire ce chiffre-là. Merci. Alors je sais que c'est l'après-déjeuner, mais si en cours d'intervention, il y a des moments où vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je transmettrai un micro dans la salle. Mais surtout dans le micro pour que ce soit bien capté et que ce soit entendu aussi à Paris. Vincent Courboulet, vous êtes vous aussi avec une double casquette, puisque vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle, et vous êtes aussi le directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable. Alors, je vais peut-être vous demander comment fonctionne l'Institut, qui est partie prenante, à quoi ça sert, qui sont vos destinataires, et peut-être parler de la charte du numérique responsable. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Donc, triple casquette, enseignant, chercheur et directeur scientifique. Donc, l'Institut du numérique responsable, c'est une association de loi 1901 qui est localisée à l'université. Justement pour éviter des problématiques de savoir où on positionne une association, parce que des fois il y a des concurrents, etc. L'université au moins elle a cet avantage d'être neutre. Elle est aussi sur un territoire qui est depuis plusieurs années baigné par le concept de numérique responsable. C'est La Rochelle est peut-être un des territoires qui a le plus d'intériorité sur cette notion de numérique responsable, avec des gens qui sont dans la salle et puis des élus qui s'engagent. L'association, en fait, elle a pour objectif de fédérer, elle a pour objectif de faire savoir, de faire connaître, elle a pour objectif de monter tout le monde en compétences sans aucun parti pris. Voilà, on est très agnostique en termes de montée en compétences, en termes même de personnes autour de la table, puisque on a des grands groupes, on a des banques, on a des industries tertiaires, on a des PME, on a des TPE, on a des ONG. Aujourd'hui, on regroupe une centaine de membres et l'objectif, c'est pas simplement de délivrer des livres blancs qui sont aujourd'hui... En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de livres blancs. On a compris le problème, et grâce à des gens comme Véronique, depuis des années, on monte en compétence et on comprend le problème. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin aussi, c'est d'outils de mesure et d'action. Et justement, l'objectif de l'Institut, c'est aussi de délivrer ce genre d'outils pour que tout le monde puisse s'approprier les enjeux, s'approprier les problèmes et puis trouver ses solutions, ses propres solutions. Alors, on ne dit pas qu'on a la vérité absolue, loin de là. Mais en tous les cas, on fournit des outils pour essayer que tout le monde puisse toucher du doigt des solutions et les mettre en place dans ses organisations, qu'elles soient publiques ou privées. La charte en est un exemple. Alors,
Une charte, évidemment, ça n'engage que ceux qui y croient, hein, ça on est bien d'accord, puisque c'est signer un bout de papier avec des engagements que personne vérifie pour l'instant. Ok, mais justement, c'est parce qu'elle fait partie d'un écosystème qui est beaucoup plus large et qui va jusqu'à des notions de label auditable et audité, qu'en fait, on se rend compte que parce qu'on pave finalement l'avenir, enfin le présent du numérique responsable par toute une palette d'outils, et en se disant celui-là, voilà, l'engagement d'une charte en fait partie, l'engagement d'un label en fait partie, la mesure de son empreinte environnementale du SI que l'agglo de La Rochelle a faite cette année pour avoir voilà, une idée de combien ça pèse le numérique dans son budget carbone. Voilà, on essaye de multiplier les outils pour que tout le monde trouve celui qui correspond à son besoin, se l'approprie et se lance dans une démarche dont on est persuadé de toute façon qu'elle est vertueuse, parce que le numérique responsable, à terme, on espère que c'est comme l'agriculture biologique, à terme on espère qu'il n'y ait plus qu'une seule agriculture qui soit bio, à terme on espère qu'il n'y ait plus qu'un seul numérique qui soit responsable. Mais pour l'instant il faut encore préciser ça, parce qu'il y a des usages qui pervertissent un petit peu cette magnifique invention qui est le numérique. Et que ce soit ni trop près ni trop loin, que ce soit parmi vos membres ou parmi les entreprises que vous voyez, qu'est-ce que vous pourriez citer comme exemple d'entreprises ou de groupes qui sont particulièrement, peut-être pas en avance, on va dire, mais en tout cas qui, eux, sont vraiment présents sur cette question du numérique responsable et qui peuvent être des modèles pour d'autres? Est-ce que j'ai le droit de citer l'agglo de La Rochelle ? On peut se le garder pour la troisième intervention. Okay. Donc, il y a deux groupes moi, qui me viennent spontanément en tête. C'est la Société Générale et Pôle Emploi. Donc oui, je balance des groupes. Mais clairement, c'est des gens qui ont décidé de structurer leur démarche. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'actions qui sont entreprises à droite à gauche par plein de groupes. L'avantage de ces deux groupes-là, c'est qu'en fait, ils ont décidé de structurer leur démarche sur du People, Planet, Prosperity. Depuis la DSI, les data centers, jusqu'à l'accessibilité, jusqu'à l'égalité homme-femme. Donc voilà, aujourd'hui, ils ont décidé, ces deux groupes-là, ont décidé de mettre au cœur de leur transformation numérique le numérique responsable. Donc en fait, ils ont décidé d'opter pour une transformation numérique responsable de leur business et de leur organisation. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que de n'aborder le sujet que par l'empreinte environnementale, de n'aborder le sujet que par l'empreinte sociale ou de n'aborder le sujet que par la transformation numérique qui va vous faire passer sur un business du 22e siècle, en fait, ça ne fait pas de sens. Et c'est par l'approche systémique du numérique dans son organisation qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas tout à jouer sur une même carte, mais vraiment c'est la multiplicité des actions, petites ou grandes, avec cette vision très RSE dont Véronique parlait tout à l'heure, hein, People, Planet, Prosperity, ou social, sociétal et environnemental, qu'il faut, en fait, on est à peu près certain de ne pas avoir des transferts d'impact. Si on n'œuvre que sur l'environnemental, potentiellement on a un transfert d'impact vers du social ou du business, alors qu'avoir une vision la plus large possible du People, Planet, Prosperity fait que à chaque fois qu'on a une action sur le côté environnemental, si elle impacte sur le côté business, on se dit mais attends, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la faire ou pas? C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une vision multi-indicateurs, multi-critères, pour éviter de finalement quelques années plus tard se dire ah oui mais en fait on avait oublié cet indicateur là et aujourd'hui on est très mauvais sur cet indicateur. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est d'avoir une vision très large. Aujourd'hui c'est difficile hein, d'embarquer tous les collaborateurs de l'ensemble de l'organisation pour dire bah oui le numérique est systémique, il faut que tout le monde s'y mette. Aujourd'hui on est plutôt sur le côté com, le côté DSI, le côté accessibilité et inclusion, le côté mixité. Donc il y a des gens qui font plein de choses. Mais c'est rare les organisations qui le fassent de façon systémique. Mais j'ai pas le droit de parler de l'agglomération de La Rochelle. Comme je sens que vous avez désespérément envie de spoiler, je vais passer la parole à la troisième intervenante, qui elle aussi a plusieurs casquettes. Donc Marine Nedelec, vous êtes à la fois entrepreneuse, à titre personnel, vous êtes adjointe au maire de La Rochelle au maire de La Rochelle avec entre autres la transformation numérique, c'est ça intitulé, et vous êtes conseillère de l'agglomération aussi en charge du numérique. Alors, ça fait différentes échelles, si on prend juste sur la question collectivité, la ville, l'agglomération. Comment est vécu chez vous le numérique responsable et comment est-ce que ça s'est bâti ? Alors déjà, c'est pas un sujet dont on s'est saisi récemment. Hein. C'est un sujet qui est porté depuis de nombreuses années. Déjà
peut-être resituer La Rochelle dans son contexte et surtout ce qu'elle a comme ADN. Et dans l'ADN, La Rochelle a l'écologie urbaine vraiment ancrée. Les premiers vélos en libre service, c'était à La Rochelle et c'était en 1976. Tout comme le premier secteur piéton dans une ville ou la première journée sans voiture. Voilà. J'aime rappeler ces éléments-là parce que ça resitue aussi la démarche qu'a eu nos précédents maires, mais notre maire actuel également, avec une volonté forte de placer l'écologie comme un élément transversal et non pas comme un élément à traiter. Et donc pour le numérique, c'est la même chose. C'est ne pas se dire justement qu'on va traiter la sobriété numérique d'un côté, l'inclusion numérique de l'autre, les entreprises qui sont, elles, vecteurs d'une économie et aussi participent à l'innovation. Non, on a une stratégie de numérique responsable et tout ça rentre dedans. Et comment on avance ensemble vers des objectifs. Et on le raccroche évidemment à un projet de territoire, puisque, comme je l'ai rappelé aussi ce matin lors de l'introduction et de l'inauguration de ce salon, La Rochelle est une ville et un territoire engagé avec une ambition. Cette ambition, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Donc le numérique est un élément central de cette démarche, central et transversal, on va travailler à la création notamment d'outils et notamment d'une plateforme de données territoriales qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs sur les différents vecteurs qui sont la rénovation énergétique, les mobilités, le carbone bleu, voilà, plusieurs éléments. Et le numérique est un élément qui nous permettra d'y participer. Je pense qu'on va utiliser le deuxième micro. Vous pouvez en dire un peu plus sur cette base de données, comment ça va fonctionner, qui va l'alimenter, est-ce qu'elle sera consultable par ceux qui la fourniront ou elle sera consultable par tout le monde ou par les chercheurs? Alors déjà, peut-être préciser que c'est une démarche, le programme La Rochelle Territoire Zéro Carbone est une démarche collective. Et je pense que c'est important, ça l'a été aussi rappelé tout à l'heure, dans une entreprise, les enjeux sont de mobiliser à la fois ses collaborateurs, ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients sur ces enjeux. Mais nous, c'est pareil. Il faut mobiliser nous, au sein même de la collectivité, donc ville, agglomération. Il faut mobiliser nos partenaires, donc les entreprises, que l'on va vouloir intégrer avec nous dans cette démarche, l'université qui est partie prenante aussi, et puis c'est aller chercher aussi le citoyen dans cette démarche, puisque la volonté, c'est pas que nous, et c'est pas une volonté en se disant on se rassure et il faut y aller donc on y va, non. C'est comment collectivement on y arrive, comment on embarque avec nous. Toute personne peut participer à cette démarche. Donc la plateforme de données, elle est créée pour... alors le marché vient tout juste d'être attribué et on aura l'occasion d'en reparler aussi un petit peu demain. Mais l'objectif, c'est justement d'agréger toutes ces données dans une plateforme, pas uniquement les nôtres, de pouvoir intégrer des données... alors, elles ne sont pas extérieures parce qu'elles sont propres à notre territoire, mais en tout cas par des partenaires qui vont y participer en donnant leurs données. Derrière, de croiser ces données et ça participera à des prises de décision. Nous, politiques aussi, de se dire, voilà, quand on choisit de faire de prendre telle ou telle décision, on la prend parce qu'on a un élément factuel et que la data elle nous a permis d'avoir cet élément factuel. J'ai une question un peu pour tous les trois à différents titres. Comment est-ce que les logiciels libres et l'open source peuvent participer à cette démarche du numérique responsable? Alors je pense entre autres, mais pas exclusivement, à la question de l'obsolescence programmée et du renouvellement parfois forcé des matériels. Ce matin, je discutais avec plusieurs personnes où on donnait l'exemple du passage à Windows 11, dans lequel certaines administrations qui ne vivent que par Windows, vont renouveler une partie importante de leur parc, alors même que les ordinateurs fonctionnent très bien. Véronique Oui,
Avec plaisir. Oui, moi je vous l'ai dit en introduction en fait. Je pense que l'open source est une brique essentielle du numérique responsable. Ça, c'est une conviction de longue date. Oui, il y a le sujet de l'obsolescence software et bien évidemment l'open source sur cette partie a des vertus. On a parlé également de l'empreinte un peu sociétale sur les sujets d'éthique, le fait que l'open source a aussi dans son ADN de la transparence. Le fait qu'on soit aussi, que ça s'inscrive dans de l'intelligence collective, collaborative, qui n'est pas sur de l'innovation ouverte, sont des facteurs favorables au numérique responsable. Après, quand je dis ça, je ne dis pas que systématiquement l'open source égale numérique responsable. Il faut qu'on le fasse dans les bonnes pratiques. Donc, toutes les solutions open source ne cochent pas toutes les cases du numérique responsable, mais dans son ADN, dans son potentiel, si on applique les bonnes pratiques, c'est une brique assez essentielle du dispositif. Non, peut-être effectivement rappeler, mais Véronique l'a bien précisé aussi, cette démarche de bien de se dire que nous, en tout cas en tant que collectivité, quand on fait une démarche de créer une plateforme territoriale de données, certes c'est pour nous permettre de prendre des décisions, d'être plus dans la réalité de notre territoire, mais derrière, toute la démarche de La Rochelle Territoire Zéro Carbone, c'est aussi le partage. Et que ce que l'on fait à l'échelle de notre territoire, c'est aussi exploitable à l'échelle de d'autres territoires. Donc si on est vecteur d'innovation sur notre territoire, c'est toute la force de l'open source sur ce type d'outils, c'est de pouvoir derrière le dupliquer, parce que les enjeux, on est dans une urgence. Quand nous, on veut atteindre la neutralité carbone en 2040, c'est 10 ans avant la date fixée par les accords de Paris. Donc voilà, c'est pas dans 10 ans qu'il faudra se soucier du sujet. Donc si nous, on a pris un petit peu d'avance en créant des outils, si ça peut aussi être partagé, ça n'est que mieux. Oui, et puis par rapport pour compléter éventuellement ce qui a été très bien dit, il y a aussi la notion de confiance qui est importante. C'est que aujourd'hui le numérique, c'est un outil qui est fondamental, tout le monde en est convaincu. À partir du moment où on a confiance en cet outil-là, je veux dire, si vous prenez votre voiture tous les jours et vous roulez à 130 à l'heure sur l'autoroute avec vos enfants qui sont derrière, parce que vous avez confiance en votre voiture. Aujourd'hui, et ça vous permet, alors ok, la voiture pollue, mais l'idée c'est quand même d'aller d'un point A à un point B, c'est d'avancer, c'est d'aller travailler. Aujourd'hui, le numérique, si vous n'avez pas confiance dans cet outil-là, pour votre vie de citoyen, pour votre vie, votre vie professionnelle, c'est embêtant. Et bien évidemment, le numérique est un outil de confiance qui est vraiment important. Donc voilà, c'est un outil qui est transparent, c'est un outil qui est adaptable, c'est un outil qui permet pour des micro-collectivités, des micro-communautés, de déployer des compléments qui permettent d'adapter l'outil à son besoin, à sa pratique. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Alors je pense qu'on est tous d'accord, on ne pourra pas vous dire que l'open source est égal à moins d'impact environnemental, qu'il y a moins de gaz à effet de serre, voilà. Mais par contre, si on envisage la problématique du numérique, là encore, d'un côté vraiment global, people, planet, prosperity, oui, il y a des avantages évidents. Est-ce que ça doit être l'unique mode économique du numérique? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il a sa place et c'est une place fondamentale. Ouais. J'aurais quelques autres questions, mais je ne voudrais pas accaparer la parole. Est-ce que des personnes dans la salle ont des commentaires ou des questions ou des réactions? Je vous passe le micro. Bonjour, Mourad Zerouki pour Urban Think. Juste, j'ai pas de questions, mais juste peut-être un élément d'éclairage supplémentaire par rapport à cette histoire du rôle de l'open source dans le numérique responsable. Effectivement, l'open source n'est pas forcément égal au numérique responsable. Par contre, il peut être un allié. Et concrètement, je peux vous donner 3 exemples de comment l'open source peut être un allié. Le premier, c'est que aujourd'hui, avec par exemple Linux, avec l'open source, on peut redonner vie à des ordinateurs qui auraient pu être obsolètes, effectivement, avec les programmes propriétaires. Donc on peut effectivement leur redonner confiance avec l'open source. Redonner vie, une deuxième vie avec l'open source. Deuxième point important, c'est au niveau de lorsque on est sur l'open source, tout le monde peut y contribuer. Il y a une communauté.
Donc c'est aussi un gain d'argent pour les entreprises, donc peuvent dégager voilà, des leviers financiers pour effectivement investir dans le numérique responsable, etc. Donc ça peut créer effectivement des marges de manœuvre financières pour aller investir sur autre chose que sur le matériel, etc. Troisième point, ce que vous voulez dire, effectivement, ça a un lien avec la confiance. Effectivement, lorsqu'on est sur les points de source, on a une communauté autour, donc qui est active, qui est vigilante, qui porte des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs forcément matérielles. Donc on a besoin aussi d'éthique pour avancer sur les numérique responsables. Voilà. Juste sur la question des mises à jour par rapport à Linux, je pensais en vous entendant qu'il y a plusieurs associations, je crois notamment Emmaüs Connect, qui, quand ils font de la récupération de matériel informatique, installent Linux, installent ce type de logiciel libre, ce qui permet d'avoir des matériels qui techniquement fonctionnent encore très bien et de les fournir à des populations pour lesquelles qui n'ont pas besoin d'avoir la dernière version du dernier logiciel qui vient de sortir. D'ailleurs, j'invite tout le monde à s'intéresser à Emmaüs Connect, qui est une très très belle initiative inclusive sur le sujet du numérique. Et Numéum est partenaire de Emmaüs Connect. Et Alterway a utilisé les services d'Emmaüs Connect il y a très peu de temps. Et on est ravis d'avoir pu contribuer à donner en fait du matériel pour qu'ils aient une deuxième vie vers des populations qui pourraient se retrouver en situation d'exclusion face au numérique. Donc c'est bien. Merci Thierry d'avoir cité cet exemple, c'est un très bel exemple. Oui, et puis ne pas se contenter de s'arrêter à « je donne du matériel », mais aller jusqu'à la formation, mettre des médiateurs numériques au plus près des personnes qui en ont besoin, parce que donner Linux à des gens qui ont toute leur vie utilisé Windows ou d'autres, ou même qui n'ont pas utilisé, ça ne sert pas à grand-chose. Donc à un moment donné, le matériel, le serviciel doit s'accompagner de l'humain pour accompagner ces personnes-là, et d'autres, hein, on ne va pas mettre tout ça sur le dos de toujours la fracture sociale, mais à un moment donné, le numérique doit s'accompagner. Nous, à l'INR, ce qu'on a très souvent, c'est que aujourd'hui, le numérique doit être remis à sa juste place, c'est-à-dire à côté des gens, et pas les gens à côté du numérique. Donc la place centrale, c'est les gens. Je déteste dire les gens. C'est l'humain, et voilà. Et le numérique est un outil. Et moi, vous me donnez une machine à coudre, c'est une... voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi former les gens, il faut les accompagner. Et ça, c'est important parce que ça peut aussi développer on le voit bien avec la notion de médiateur, hein, développer des nouveaux métiers, développer de la montée en compétence des territoires. Et donc voilà, c'est juste pour dire que l'humain, c'est le matériel, c'est très bien, mais il faut que ce soit accompagné. Voilà. Peut-être si je peux rebondir sur ce sujet-là. Effectivement, nous, dans le pilier de notre stratégie de numérique responsable, il y a l'inclusion numérique. Et pour y arriver, on met en place des médiateurs numériques sur le territoire. On en a plusieurs et on a fait aussi le choix d'en avoir des conseillers numériques itinérants. Parce que il y a des choses il y a des personnes en difficulté qui sont faciles à identifier. Et on le retrouve surtout sur le périmètre urbain, sur la ville de La Rochelle. On arrive à identifier les publics qui sont dans une situation d'exclusion numérique parce que souvent elles font appel à des associations, à un CCAS qui vont pouvoir identifier les difficultés et là on va pouvoir accompagner. Et puis il y a les personnes qui sont moins faciles à identifier et souvent elles sont aussi dans des villages, dans des villes un petit peu plus loin sur notre communauté d'agglomération. Et là, il y a un gros travail, d'où le fait aussi de faire un choix d'avoir des conseillers numériques itinérants sur l'ensemble de notre territoire. Et je continue, mais je sais que je prêche des convertis. Souvent, le service numérique le plus accessible, c'est lui-même. Donc viser 100% de ces outils numériques dématérialisés et accessibles en ligne, c'est à mon avis, on est sous accord, hein, c'est une mauvaise idée. Et donc il faut aussi avoir des possibilités d'avoir des points relais, d'avoir des gens en face de soi pour poser des questions, avoir des réponses. Et voilà, donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est d'avoir du matériel, mais c'est aussi, quand on fait un service numérique, d'avoir des alternatives qui sont juste humaines.
Il y a je vous passe le micro d'une seconde. Superbe. Il y a 2 ou 3 jours, le Secours populaire a fait un communiqué en demandant justement qu'on ne fasse pas du exclusivement numérique en matière d'administration, et en rappelant qu'il y a des publics qui ne sont pas du tout sur le numérique, et ceux-là, il ne faut pas les oublier. Et je pensais, alors je fais une seconde de publicité pour une de mes paroisses, parce que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Thierry Noisette et je suis journaliste au Nouvel Obs et blogueur sur les logiciels libres chez zdnet.fr. Et à l'Obs, on a une partie vidéo. Il y a quelques temps, on avait filmé, enfin les équipes vidéo du journal avaient filmé, alors c'était en Ile-de-France, mais en Seine-et-Marne, qui est un département très rural, exactement comme ce que vous avez fait, c'est-à-dire des camionnettes, je crois que c'est France Service, qui vont dans les villages pour aider les gens, par exemple, à faire leur déclaration d'impôt en ligne, à remplir une demande, parce que beaucoup de services n'existent quasiment plus en matériel, ou alors il faut faire 50 km dans le département. Et donc, en se déplaçant comme ça, et on voyait vraiment des publics, alors souvent, ou des gens âgés, ou des gens au chômage qui n'avaient pas une grosse formation et qui connaissaient assez mal l'ordinateur. Et on veut vraiment que ces conseillers ont un rôle d'intermédiaire essentiel. Et je pense qu'il faut s'attendre à avoir de plus en plus de public qui peut le faire, mais qui n'a pas envie de le faire. Ceux qui ne connaissent pas Paris, je ne sais pas s'il y en a, mais la RATP, depuis plusieurs années, a une politique de n'avoir plus de guichets quasiment. Et pour acheter des tickets ou n'importe quoi, c'est uniquement en machine. Alors déjà, quand on sait s'en servir, c'est insupportable. Mais les gens, il y a toujours peut-être 10% des gens qui ont du mal avec les machines. Et c'est épouvantable. C'est une parenthèse. Il y avait 2 questions dans la salle. Oui, merci Thierry. Pascal Baratou, Innovalide, et je rebondis, j'ai déjà parlé lors d'une précédente conférence ce matin. Et je rebondis sur ce que vous disiez et ce que disait monsieur sur l'emploi de Linux sur les PC. Donc on sait très bien que Linux consomme moins de ressources que ne peut le faire Windows. Donc c'est un moyen de retarder l'échéance de changer les PC. Donc c'est très bien toutes les actions qui sont font de recyclage auprès d'Emmaüs Connect, qui va demander une formation, et vous le disiez très bien Vincent, parce qu'on utilise Windows et ensuite on est obligé de reformer les gens pour utiliser Linux. Et pourquoi pas faire ça en amont et utiliser directement Linux dès le départ en entreprise, puisque ça a quand même fortement évolué, ce qui va permettre aussi d'ouvrir des portes plus faciles vers le logiciel libre, l'open source, et dans les collectivités, comme l'ont déjà fait certaines villes en France, et grosses aussi organisations, collectivités telles que la gendarmerie. Et avant l'entreprise, il y a l'école. Il y a l'école, voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de commencer, voilà, je dirais, dès le départ, de cultiver et d'acculturer les gens dès le départ sur Linux? C'est des discussions sans fin, hein. C'est-à-dire que l'université est censée former au monde professionnel dans lequel il y a Windows qui est utilisé, et voilà, donc à un moment donné, alors à l'université on utilise pas mal Linux, hein. Enfin en tout cas en informatique on utilise pas mal Linux, donc il n'y a pas trop cette problématique-là. La problématique, elle est plutôt dans les autres formations qui utilisent Windows, parce que les formateurs eux-mêmes ne sont pas formés à, et c'est un cycle qui ne finit jamais. Et quand on a des campagnes de Microsoft qui dit vous inquiétez pas, on va vous donner gratuitement les OS, on va vous donner gratuitement les outils, c'est juste investir maintenant pour récolter plus tard. En plus péjorative, c'est ce que les libristes ont toujours dénoncé en disant la première dose est toujours gratuite. Bonjour à tous. Antoine Ivard, je viens de Nantes. Voilà. Je suis président et fondateur d'un point d'échange Internet dans l'Ouest, à Nantes, qui regroupe une quinzaine d'adhérents. Je suis également membre du bureau d'un fournisseur accès Internet associatif à Nantes, fait maison. Et avec plusieurs associations nantaises, on a créé le collectif de la Maison du Libre, qui rassemble 2 associations de recyclage d'ordinateurs et qui font de l'accompagnement. Et dans ce collectif, on a une dizaine d'associations. Et pour accompagner, parce que Fait Maison a ce souci-là, comme d'autres associations, pour l'accompagnement des primaires et des personnes en exclusion numérique. Là où je veux en venir, c'est que l'objectif de l'approche, c'est de faire du bout en bout. C'est-à-dire que le réseau aussi soit libre, c'est-à-dire que les connectivités en fibre dans les bâtiments avec des opérateurs alternatifs, que les équipements réseau et les équipements informatiques de bout en bout soient libres, et surtout que la force et la nécessité pour que ce changement se fasse, c'est qu'il y a un accompagnement qui soit fait.
Il est impossible aujourd'hui de se dire on donne les équipements et ça va se faire tout seul. Avec cet accompagnement, donc on parlait tout à l'heure de coûts, beaucoup de startups utilisent le libre pour accélérer leur développement, parce qu'ils ont déjà tous les outils disponibles. Ils n'ont pas besoin de le recréer. C'est l'avantage avec nous, si on veut faire des villes et des quartiers numériques bas carbone, c'est la meilleure approche. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur l'humain, plus que capitaliser sur d'autres outils qui sont hors de notre territoire. Pour rebondir par rapport à ce que vous dites, je déteste cette expression pour rebondir. Pour compléter ce que vous dites, l'ARCEP fait un beau travail d'évaluation de l'impact environnemental. Alors des opérateurs pas alternatifs, hein, on est vraiment sur des opérateurs ultra classiques. Bah alors monsieur Pigné, apéro ce soir? Donc voilà, l'ARCEP essaye de verdir, en tout cas de rendre moins impactant plutôt environnemental. On n'est pas encore sur de la souveraineté, mais de toute façon cette question se posera parce que demain 75% des fibres optiques seront aux mains des GAFAM. Donc à un moment donné, il faudra se poser les questions de savoir où. Voilà, c'est juste hallucinant, hein, mais aujourd'hui c'est 50%, demain c'est 75% de toutes les fibres, les gros tuyaux, hein, pas les petites fibres qui vont passer dans les villes, mais voilà. La question se posera de toute façon. La notion de réseau souverain, de réseau responsable, va se poser, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, c'est peut-être trop tôt, la maturité de l'écosystème est encore... voilà. Mais d'ici peu, je pense que cette question va venir sur la table. Bonjour, donc Diane Hervé, je suis chargée de projet web et je suis formée au numérique responsable et à l'accessibilité numérique. Depuis tout à l'heure, on parle d'humain et d'accompagnement, mais du coup, ma question est comment on forme ces personnes qui vont accompagner les autres et quelles sont un petit peu on va dire les solutions, déjà parce qu'on parlait que le numérique responsable, c'est un ensemble on va dire, de thématiques et que très souvent, on est soit accessibilité, soit éco-conception et que quand on veut être en veille sur tous ces sujets, ça demande énormément de travail. Et deuxièmement, moi, j'ai été confrontée à ce problème, c'est quand j'ai voulu me former, en fait, j'ai dû me financer les formations et elles ne sont pas certifiantes, donc pas forcément reconnues non plus dans le milieu. Donc aujourd'hui, quelle est la solution sur le territoire? Parce que moi, je ne l'ai pas connue il y a 2 ans en arrière. Est-ce que du coup, maintenant, elle existe et voilà, quelle est la solution? Parce que effectivement, la crise a fait évoluer certains sujets, qu'on est en manque de profil et que c'est compliqué aussi parce que cette partie humaine, oui, il y a des choses qu'on peut apprendre qui sont techniques, comme on parle depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des profils où il faut effectivement une partie un peu sociale et ça ne prend pas forcément. Donc comment on les reconnaît et comment on peut accélérer? Parce que je pense qu'on est de plus en plus convaincus, mais si on n'a personne, c'est bien d'avoir de l'argent, d'avoir les moyens, mais les moyens, à mon avis, c'est aussi ce qu'on dit depuis tout à l'heure, l'humain. Donc peut-être que sur la partie technique, pardon, je peux prendre la parole? Oui. Oui. Du coup, peut-être sur la partie technique, sur la partie éco-conception et accessibilité, heureusement, il y a quand même, je dirais, des pratiques qui sont communes à ces 2 axes. Aujourd'hui, il y a un grand progrès qui a été fait sur l'accessibilité numérique, puisqu'il y a des formations certifiantes, il y a un référentiel qui est français, il y a un référentiel européen, il y a un référentiel international. Donc aujourd'hui, les choses sont un peu réglées. Sur la partie éco-conception, on n'est pas à ce même niveau, mais c'est en cours d'élaboration. Il y a pas mal de formations aujourd'hui sur l'éco-conception. Un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur les sujets de numérique et environnement proposent en fait des bonnes pratiques. Je pense peut-être que, Vincent, tu pourras dire, mais l'INR, je crois que vous avez des bonnes pratiques sur le sujet de l'éco-conception. Voilà, donc certainement, on ira vers des formations certifiantes sur l'éco-conception. Est en cours d'élaboration des réflexions autour de référentiels pour cadrer les appels d'offres. Donc ça, les choses sont en cours. Vous soulevez un point qui est majeur, donc là c'est le point technique, sur le point humain, c'est que globalement, aujourd'hui, le marché du numérique est un marché pénurique sur les talents. On manque de compétences et il est encore plus flagrant sur les compétences du numérique responsable, sur les sujets. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Donc on travaille aujourd'hui au niveau des écoles, des associations pour travailler sur ces sujets-là. Par exemple, à Planète Tech Care, qui est concentrée aujourd'hui sur le volet numérique et environnement. Dans nos signataires, on a embarqué aujourd'hui un certain nombre d'écoles. Donc il y a 450 signataires aujourd'hui de Planète Tech Care. Il y a une 50aine qui sont des écoles. D'ailleurs, pas que des écoles d'ingénierie, mais vous avez des écoles spécialisées dans le numérique, des écoles d'ingénierie plus larges, plus des écoles de management.
L'idée est de former des talents demain à ces sujets sur le numérique responsable et d'avoir des ressources compétentes. Mais c'est vrai que c'est un des grands freins aujourd'hui, de toute manière, à la transformation numérique et à la transformation numérique responsable, c'est les compétences. Donc, c'est un sujet, et là, on arrive dans une période politique intense, puisqu'il y a la présidentielle, mais aussi la PFUE, la présidence française à l'Union européenne, parce que ce n'est pas un sujet franco-français, c'est un sujet européen et certainement même international. Et donc, c'est un sujet qui est à mettre sur la table, le sujet des compétences dans le numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on délivre une formation sur le numérique, il faut tout de suite adresser le sujet numérique responsable. Alors, pour rebondir à l'échelle d'un territoire comme celui de La Rochelle, alors malheureusement, on ne peut pas tout faire à l'échelle d'un territoire comme La Rochelle parce qu'il y a certaines compétences qui ne sont pas les nôtres. Et notamment, la compétence de la formation est une compétence régionale. Et donc, on n'a pas les moyens d'investir ce sujet-là, malheureusement, à l'échelle de notre territoire. Néanmoins, on a la chance d'avoir des acteurs sur notre territoire et une université qui joue le jeu et qui s'implique sur ce sujet. Donc forcément, ça porte aussi sur notre territoire. Mais par contre, il y a des engagements que nous aussi on peut prendre. C'est que nos propres collaborateurs au sein d'une collectivité, tous les aidants que l'on peut mobiliser, pour lesquels on va pouvoir se fédérer. Et je pense notamment lorsqu'on avait organisé le numérique en commun, c'est un de ces objectifs-là aussi, c'est de se dire comment on fédère une communauté d'aidants, de personnes qui vont pouvoir accompagner sur le terrain et comment nous, on peut aussi accompagner à la formation de ces aidants. Et peut-être juste parce que ça fait le lien aussi avec l'inclusion numérique. On accueille à La Rochelle aujourd'hui Webforce 3 qui est dans la gare de La Rochelle, qui est une organisation qui n'est pas un centre forcément de formation, mais en tout cas un accompagnement qui va permettre à des jeunes éloignés de l'emploi d'avoir des sessions sur le numérique, de les sensibiliser au numérique et surtout qu'ils puissent identifier le numérique comme une opportunité et une opportunité d'emploi pour derrière les amener à intégrer cette filière, à se former et ainsi intégrer le monde de l'emploi et la richesse aussi du monde économique qui va avec. Webforce 3, c'est une école de la grande école du numérique. Et les signataires de Planète Tech Care sont des gens qui sont très engagés sur les sujets de reconversion pour des jeunes, mais également des personnes qui se retrouvent aujourd'hui disruptées dans leur métier, qui veulent saisir des opportunités dans le numérique. Donc, ce sont une belle école en fait de la grande école du numérique, ce qu'on appelle la grande école du numérique. On parlait de formation. C'est difficile de déployer une formation si les gens ne sont pas eux-mêmes formés et convaincus de l'intérêt à déployer une formation. Et là, il y a Arnaud Pigné qui est là et qui a été un peu à l'initiative du fait que dans la région Nouvelle-Aquitaine, on a réussi à former 18 personnes, c'est ça Arnaud ? 15 personnes, autour de la notion d'ambassadeur numérique responsable dans toute une série d'organisations publiques régionale, en se disant que c'est en commençant à former, donc Jérôme Vallée là en a fait partie, c'est essayer de monter en compétence en interne dans les organisations pour avoir des leviers sur des territoires pour dire non, c'est vachement important, il faut essayer de se structurer et de s'organiser. Donc la région effectivement prend sa part. C'est clairement pas assez rapide, on passe pas assez à l'échelle, on craint pas assez, on essaye. Ça c'était plutôt pour le côté politique régionale, etc. Et puis deuxième sujet, puisque Véronique tu me lançais une perche sur la conception responsable de services numériques, je vous dis juste que ce matin à 11h on a lancé un référentiel alors on n'a pas le droit de dire référentiel, on n'a plus le droit de dire référentiel, un guide de référence sur la conception responsable de services numériques qui s'appelle, alors prenez-le en note, GR 491, donc guide de référence, 491 comme 491 bonnes pratiques, donc GR 491.isit-europe.org.
c'est super. Ça fait un boulot de 2 ans et demi de l'INR, un appui de plein d'acteurs, y compris de l'agglo, de l'université. Et voilà, et on est super fiers du projet. On peut faire des filtrages par métier, on peut faire des filtres par objectifs de développement durable, on peut faire des filtres, plein de filtres pour décider ce qu'est la conception responsable, et pas seulement au côté environnemental, mais aussi au côté sociétal. Ceci était une petite publicité pour notre boulot. Voilà, c'est placement de produit, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Les salons et les conférences sont aussi faits pour passer des messages et des petites annonces. Et c'est gratuit, et c'est libre, et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je profite de ce qu'on a une salle qui est un peu plus, pas complètement, mais un peu plus paritaire que d'habitude, et surtout des intervenantes majoritaires. Je remercie les organisateurs, parce qu'il y a souvent des tables rondes très masculines dans tout ce qui touche à l'informatique. Dans le numérique responsable, je présume qu'on parlait de l'accessibilité, la formation, etc. J'imagine qu'il y a aussi la question de la place des femmes, qui est souvent en arrière dans l'informatique. Qu'est-ce qui existe actuellement en la matière, et qu'est-ce qui peut être fait ou qui est sur le point d'être fait pour améliorer la situation ? Alors peut-être, je peux prendre la main. On a un très gros programme historique. Ça fait plus de 10 ans que nous travaillons sur ce sujet-là à Numéum, ex-Syntec Numérique. Donc on a un très gros programme qui s'appelle Femmes Ad Numérique, qui est devenu aujourd'hui une fondation qui réunit plein d'associations qui travaillent sur le sujet. Et donc là, il y a énormément d'initiatives qui touchent à la fois les jeunes filles qui sont au collège, et on leur adresse des messages pour rendre attractif le secteur du numérique, ou alors on adresse aussi des femmes qui sont en emploi ou pas en emploi, pour qu'elles puissent, je dirais, avoir des formations pour accéder au secteur du numérique. Donc, plus de 10 ans qu'on travaille sur ces sujets-là, et je pense qu'il y en a d'autres qui travaillent depuis plus longtemps que ça. Et la réalité reste que les chiffres, ils sont toujours très très mauvais, puisqu'il y a très peu de femmes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur du numérique. Je crois qu'on est autour des 20%, et puis quand vous touchez des technologies comme le cloud, vous tombez en dessous des 10%, l'intelligence artificielle, vous êtes en dessous de 10%, qui sont les grands secteurs aujourd'hui, moteurs en fait de notre industrie du numérique. Donc à la fois beaucoup d'initiatives, beaucoup de gens qui se mobilisent, et encore très 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 peu de résultats. Et je pense que c'est vrai globalement sur les filières scientifiques. C'est pas uniquement vrai pour le numérique, c'est globalement les filières scientifiques attirent de moins en moins les femmes. Donc c'est un vrai sujet dont on souffre énormément. Hier, à l'AG du CIGREF, ça a été un point d'orgue en fait de l'AG, de dire qu'il y avait un énorme problème de pénurie de compétences, et notamment trop peu de femmes dans notre secteur. Personne n'a réellement la solution. Elle est certainement très fortement culturelle, ancrée culturellement. Je pense qu'il y a un travail qui est à faire de notre industrie pour se rendre plus attractif. On a certainement envoyé des codes qui n'attiraient pas en fait les femmes, qui ne correspondaient pas à leurs attentes. J'espère que cette approche du numérique responsable va attirer plus de femmes qui sont souvent à la recherche de sens sur des sujets sociétaux, même si on ne doit jamais caricaturer. Mais j'espère que le fait que notre industrie prenne ce virage très fortement sur le numérique responsable, c'est aujourd'hui un des programmes stratégiques de Numéum, j'espère que ça va engager plus facilement en fait à ce qu'il y ait des femmes dans notre secteur. Mais par exemple, le fait dans une table ronde qui soit plus féminisée participe d'envoyer des messages au fait que c'est un secteur qui est pluriel et divers. Mais aujourd'hui, la route est encore très très longue. Nous, à notre toute petite échelle à l'INR, on a décidé que tous les projets, depuis 6 mois maintenant, tous les nouveaux projets seraient forcément pilotés par un binôme homme-femme. Et pour l'instant, il y a des projets qui ne démarrent pas. Ils sont attendus par la terre entière, mais ils ne démarrent pas parce qu'on n'a pas cette parité-là. À notre petit niveau, c'est le seul truc qu'on a trouvé, en plus d'aider, d'accompagner et de faire connaître l'ensemble de toutes ces démarches. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, moi, je crois qu'il y a un vrai rôle de transmission, en fait. Alors, j'ai été présidente d'une association de femmes chefs d'entreprise.
Et j'expliquais toujours, il y a des freins. Les freins, ils sont culturels. Ils sont aussi ceux que la femme elle-même se met comme difficulté. La crainte qu'elle peut avoir parce qu'elle se dit que c'est un univers qui lui correspond moins. En tout cas, c'est moins une évidence pour elle. Et pour moi, on a de gros efforts, de gros enjeux sur la transmission. Et ça doit passer par notre implication de chacun, de chaque femme, je pense, qui travaille dans le numérique, d'intervenir dans les écoles dès le plus jeune âge pour expliquer notre métier. Ne pas l'expliquer parce qu'on est une femme, on l'explique simplement parce que c'est notre métier, qu'on l'aime, qu'on y donne du sens. Et plus on va pouvoir s'exprimer, plus on va montrer la richesse de nos métiers. Plus on va donner l'envie autant à un jeune homme qu'à une jeune femme d'aller vers cette filière. Et ça me paraît être un point important pour faire évoluer ce sujet. Et bien sûr, sur ce message d'espoir, disons-le, qu'on va clôturer, parce qu'on nous fait signe que je crois la table ronde suivante a peut-être besoin aussi de la pièce. Merci beaucoup à nos 3 intervenants, intervenantes. Merci Véronique depuis Paris. Et merci. Bon travail pour cette grande opération qui vient d'être annoncée. Merci comment on peut dire, à l'audience, ça sonne très anglo-saxon. Merci au public.